Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité, dédouanement des véhicules à l'achat au Bénin. Une procédure à plusieurs étapes. On en parle dans cette édition. Le 1er août 2021 sera célébré dans la sobriété, une décision du gouvernement qui a suscité les réactions de quelques citoyens. On va les écouter dans ce journal. Et puis, le projet de modification du projet du code électoral au Sénégal crée une vive polémique. L'opposition estime que cette réforme va empêcher l'organisation transparente des élections et se dit prête à affronter le président Macky Sall. Bienvenue à toutes et à tous. L'acquisition d'une voiture requiert une procédure bien définie par le Code des douanes. C'est une procédure à plusieurs étapes dont la connaissance s'avère nécessaire pour tout acheteur. Comment dédouaner alors un véhicule au Bénin? Nous avons posé la question au déclarant de douane Georges Prudencio. Suivez ses explications. Vous allez sur un parc, vous achetez une voiture, vous avez droit à ce qu'on appelle le connaissement. C'est un document qui vient avec la voiture, qui renseigne l'administration par rapport à tout ce qu'il y a sur la voiture. L'année de la voiture, par exemple, vous voyez, le châssis de la voiture, tout ça. Donc vous avez droit au connaissement, vous avez droit à une carte grise qu'on vous donne. Et lorsque vous avez la carte grise et le connaissement, vous allez vers celui qu'on appelle communément déclarant en douane ou transitaire, comme moi par exemple. Donc, lorsque vous venez chez moi, eh bien, moi, je vous prends le connaissement et la carte grise et je me rapproche, n'est-ce pas, d'un commissionnaire en douane. Parce que nous autres, on n'est pas connus par la douane. Nous sommes dans le circuit informel. Mais les commissionnaires en douane, ce sont ceux-là qui sont reconnus par la douane. Donc, on se rapproche d'eux avec le connaissement et la carte grise. Et eux autres, maintenant, ils produisent ce qu'on appelle une déclaration qui est complètement officielle, hein. Et c'est sur cette déclaration, c'est un document sur lequel il renseigne l'administration douanière par rapport au véhicule. Donc, ils mettent sur la déclaration le nom du propriétaire, celui qui achète la voiture normalement. On met son nom dessus, on met le nom de la voiture, on met l'année, on met le châssis, on met tout ce qu'il faut. Et on met le prix également de la voiture au niveau de la déclaration que le commissionnaire en douane nous donne. Le transitaire, nous autres, nous prenons cette déclaration, on se rapproche de l'administration douanière. Et au niveau de la douane, eux autres, ils vérifient si tous ces documents-là sont conformes, si tout ce qu'il y a sur le document, la déclaration est conforme, si le prix à payer est conforme, parce que le prix à payer dépend de l'année de la voiture. Donc, lorsque le douanier, il regarde tout cela, il voit que c'est OK, il valide. Il valide ces informations-là qui rentrent dans le système de la douane. Or, n'oubliez pas que la douane est connectée avec la DTT, l'Interpol. Donc, ces renseignements-là, par rapport à la voiture, sont intégrés dans le système. Ensuite, nous quittons la douane, on va à la banque pour payer le droit, n'est-ce pas, par rapport au droit de dédouanement, par rapport à la voiture. Donc, c'est à la douane, c'est à la banque qu'on va payer. Et lorsque nous payons au niveau de la banque, nous avons une quittance. Avec cette quittance, maintenant, on amène le véhicule au niveau de l'Interpol qui vérifie si effectivement, qui vérifie de visu, si effectivement tout ce que nous avons donné comme renseignement et tout est OK. Donc eux autres, ils vérifient effectivement. Et lorsque c'est fait, ils valident également à leur niveau. Lorsqu'ils valident à leur niveau, eh bien la DTT est informée. N'oubliez pas. Donc lorsque nous quittons l'Interpol, on va au niveau de la DTT qui nous produit maintenant une nouvelle carte grise, c'est-à-dire la carte grise du Bénin, ainsi que la plaque. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut se dire propriétaire d'une voiture. Lorsque vous avez accompli toutes ces formalités-là, eh bien vous avez la plaque et la carte grise. Voilà à peu près abrégé comment on peut dédouaner une voiture. Le 1er août 2021 sera célébré dans la sobriété, son manifestation nécessitant des regroupements de personnes comme l'année précédente. Il n'y aura pas de défilé militaire et autres réjouissances. Ainsi en a décidé le gouvernement. La principale raison évoquée est la crise sanitaire de la COVID-19. Nous avons recueilli l'avis de quelques citoyens sur cette décision. Ils sont au micro de Clémence Tonoucoin et Jean-Baptiste Boko. Mon humble avis, d'abord, c'est une décision juste. Juste parce qu'aujourd'hui,
avec la Covid-19, personne ne comprend plus rien. Alors, je crois que la prudence nous invite à prendre du recul. Comme c'est dit en général que pour éviter cette maladie, il faut garder la distance. Il faut éviter les regroupements. Je crois qu'un État responsable doit aller vers cette décision-là. Éviter les regroupements. En général, pour la fête du 1er août, ce n'était pas une fête qui m'a toujours intéressé. Parce que moi, je ne me voyais pas indépendant. Et la fête du 1er août ne doit pas être une grande fête pour nous, mais une journée de réflexion. Ça m'a beaucoup désolé parce que c'est une fête parmi tant d'autres qui représente beaucoup pour le pays. Par exemple, chez moi, dans le Mono, ça représente vraiment quelque chose de très très spécial. Puisque je me rappelle que j'avais fêté une fois cette fête dans mon village. Et lorsque j'étais parti, la télévision était restée non allumée pendant près de 2 semaines. Et à cause de cette fête nationale, on a tout fait pour allumer la télé. Juste pour regarder le défilé militaire, le défilé civil. Ça, même si on n'est pas sur les lieux, la retransmission même de cet événement apporte vraiment un engouement très 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 positif dans les lieux même les plus reculés du Bénin. La crise, elle est mondiale. Ça veut dire que le gouvernement, il aime sa population parce qu'à organiser la fête de l'indépendance d'une nation, vous imaginez, il y aura beaucoup de monde. Donc c'est vu ce point qu'ils ont pris cette décision. L'adhésion, elle est louable. On ne peut que remercier l'État pour cette décision. C'est une bonne décision parce que ce n'est pas seulement pour cette pandémie. Pour une fête, on va passer des défilés, on va faire des tours. Ça nécessite des dépenses. Ça peut endetter le gouvernement ou bien ça peut endetter l'État béninois. Mais si on élimine ces genres de dépenses, on peut toutefois utiliser dans d'autres domaines pour pouvoir contribuer à l'économie béninoise. Les riverains et usagers de la voie pavée derrière la poste et passant par l'École nationale d'économie appliquée et de management ENAM, ancien INE, du quartier Bégamin de Cotonou n'en peuvent plus. L'inondation répétitive de ce tronçon qui dure depuis 2 décennies plonge leur commerce dans la faillite. Suivez ce reportage de Maury Anoagoua, Juste Defodi et Romaric Devauchy. C'est avec colère, désespoir et désolation que nous ont accueillis les usagers et riverains de la route Bégamin à Idodo qui passe devant l'École nationale d'économie appliquée et de management. Et pour cause, ils sont fatigués d'appeler toutes les fois et devant les caméras les autorités municipales et gouvernementales au secours pour asphalter ce tronçon qui est tout le temps sous l'eau en saison pluvieuse. C'est malheureux, ça dure depuis plus d'une décennie. Je vais dire pratiquement même plus de 15 ans. Et les autorités municipales, à chaque fois, à chaque saison pluvieuse, ils chaussaient leurs bottes pour venir passer par ici. On fait semblant à la population de trouver des solutions. Mais c'est triste, on a tout dit. Les gens ont tout fait ici. Des délégations se sont rapprochées des autorités. Mais ils n'ont rien fait pour ce quartier. Il y a des travaux qui ont été exécutés à coups de millions ici. L'argent du contribuable a été investi ici. Mais toujours pas de solution. Après, on nous fait on sort des chiffres faramineux pour dire que des travaux ont été exécutés. Venez voir ce qui a été fait. C'est encore noyé dans l'eau. C'est pas bon. Ça, là, nous sommes même fatigués. On a plusieurs fois alerté les chefs quartiers, les membres de la mairie, mais rien ne change. Donc, nous sommes juste fatigués. On les regarde faire seulement. Ça fait très très longtemps. Chaque fois on alerte, mais on ne trouve jamais de solution. Depuis des années, vous venez, vous filmez, mais vous repartez, il n'y a pas d'amélioration. Fait comment? Les désagréments qu'ils subissent sont de tous ordres, à savoir économiques, sanitaires et environnementaux. Les clients n'arrivent pas à venir.
Les clients ne peuvent pas passer dans l'eau pour venir, donc on est obligé de vivre comme ça. C'est le pluvieux, c'est la mévente complètement. On quitte le bureau, on rentre dans l'eau, dans nos bureaux, l'eau rentre. Donc on ne peut rien. Et vous imaginez qu'il y a trop de commerce sur la ligne. Tout cela doit payer les impôts. Les autorités, en voyant ça, est-ce qu'eux-mêmes ils peuvent traverser les flaques d'eau et aller faire quoi que ce soit ici? Ils peuvent se rapprocher d'un commerce ici? Je peux me mettre bien maintenant, mais je vais vouloir sortir, je vais voir de l'eau, je vais me retourner. Une fois de plus, les usagers et riverains de cette route lancent un appel aux autorités compétentes. Nous allons les inviter dans cette période d'asphaltage, ils n'ont qu'à penser à notre voie là. Sinon, on doit croire que la première phase d'asphaltage, ils vont commencer par ici. Malheureusement, ils avaient choisi d'autres endroits. Mais j'aimerais que la deuxième phase, ça puisse commencer par ici. Oui, une fois de plus encore, nous leur demandons de penser à ce quartier. Cette route passe tellement que... Mais allez, promenez vos micros devant les ministères, devant les autorités. Ils vous diront. Autant qu'ils sont, ils voient tout ça. Mais nous leur disons pardon de penser à ce quartier. Monsieur le maire de Cotonou, venez nous réparer cette voie-là. Merci beaucoup. Avec un brin d'espoir, les usagers et riverains de ce tronçon de Gbégamé à Idodo espèrent que la deuxième phase du projet asphaltage prendra en compte cette voie très empruntée par les autorités béninoises. Dans la commune d'Abomey-Calavi, des conseillers du parti Bloc républicain ont manifesté le mécontentement face à la gestion du maire Angelo Arondino. Ils l'ont fait savoir en conférence de presse la semaine écoulée après avoir boycotté le vote du collectif budgétaire. Je vous invite à suivre cette analyse de quelques journalistes et spécialistes des questions de gouvernance locale. Ces conseillers communaux du bloc républicain de la commune d'Abomey-Calavi dénonçaient le 6 juillet dernier la gouvernance du maire Angelo Arondino. Une sortie médiatique qui fait suite à une première manifestation de leur désaccord par abstention lors du vote du collectif budgétaire 2021. Selon l'expert en gouvernance locale, Franck Kinivor, c'est une manière d'interpeller le maire sur sa gestion. Il y a une différence entre s'abstenir, donc ne pas émettre un vote contraire et de voter contre le budget, le collectif budgétaire numéro 2 du maire. Donc ils n'ont pas voté contre le collectif budgétaire, mais ils se sont abstenus. C'est une forme de protestation pour dire nous ne sommes pas d'accord. Et ça, ce n'est pas encore la crise dont parlent les gens sur les réseaux sociaux. Lorsque le maire dispose d'une majorité absolue qui l'accompagne pour diriger la commune, on ne peut pas parler de crise alors que sa majorité est restée fidèle et loyale au maire. Mais ce qui est intéressant, c'est que des conseillers puissent apporter des contributions pour améliorer la gestion de la commune. Entre autres manquements reprochés au maire, la prévision d'un montant de 150 millions pour l'achat des kits scolaires aux enfants démunis de la localité et la gestion du foncier, un logiciel mis en place par la mairie en partenariat avec une entreprise privée pour enrôler les conventions de vente de parcelles fixées à 5 000 francs qui ne seraient pas payées au guichet unique et donc sans aucune traçabilité. Des contrevenances qui relèvent du manque de concertation et qui pourraient avoir de lourdes conséquences si rien n'est fait selon les journalistes politiques Marcel Zoumenou et André Dossa. Il y a déjà eu au niveau de certaines villes, certaines de nos villes, des tentatives de destitution de maires. On n'en est pas encore là au niveau de Calavi, mais généralement, vous savez, ça démarre quelque part, ça commence quelque part. Les conseillers du bloc républicain ont décidé de mettre les pieds dans les plats en portant sur la place publique ce que peut-être ils
Il est important pour le maire d'ouvrir sa gestion, d'en faire une gestion collégiale, de parler avec ses conseillers et de discuter pour que toutes ces déclarations ne se transforment en des votes de méfiance. Et nous allons reprendre avec le cycle de limogeage des maires. Ce ne serait pas bien pour la démocratie et bien pour la réforme du système partisan qui est engagé actuellement. Face à cette défection, la réaction du maire Angelo Arondino se fait toujours attendre. Et puis, elle s'appelle Nanon Fonkpa. Princesse en passe d'être couronnée dans quelques jours au sein de la lignée Glélé. Ce dimanche 12 juillet 2021, elle a montré une fois encore sa disponibilité au service de ses ancêtres. C'est à travers une visite au palais du roi et à la reine Mène Zoïdi à Abomey. Frédéric Espoir Oumambou et Romaric Devauchy pour le compte rendu. Ce dimanche 11 juillet 2021 est un jour spécial pour la future couronnée Nanon Fonkpa. Accompagnée des membres de l'association des princesses d'Abomey, elle est allée faire allégeance aux autorités royales d'Abomey. Désignée depuis quelques semaines par ses ancêtres à travers l'oracle, Nanon Fonkpa n'a pas encore reçu son diadème qu'elle montre son attachement à la tradition. C'est à ce titre qu'elle a rendu visite à leur majesté le roi Dada Kefa Sagbadou Glélé et Anna Zoindi ce dimanche. Après consultation de l'oracle, j'ai reçu son bouquet à la maison. Et moi j'ai pris ça, je l'ai béni. Et aussitôt, une semaine après, je l'ai amené voir ce même roi qu'on a vu. Et le roi aussi a béni ça et dit, bon, tu n'es pas sûr pour aller s'installer en Europe, hein, qu'on ne vient pas tricher nos us coutumes et puis s'en aller. Elle a juré ciel et terre. Si la saison cesse, il faudrait qu'elle fasse ça parce qu'elle a un rôle à jouer aux côtés du roi. Cette démarche de la future couronnée, selon les gardiens de la tradition, à l'image de Degbe Agoliagbo Mitodaro à Danrouton, est une démarche fort louable. Je ne vois pas les nains déjà consacrés venir faire allégeance à la mère du roi Glélé. Et donc, ce qu'elle vient de faire, pour moi, c'est une démarche noble qui l'honore et je crois que devenue nain, elle fera davantage et elle pourra servir d'exemple pour toutes celles-là. Pour la présidente de l'association des princesses d'Abomey, association dont fait partie la future couronnée Nanon Fonkpa, c'est un honneur d'avoir un membre comme elle. Incommensurable est ma joie de voir Nan aller s'incliner devant les têtes couronnées de sa ville natale. Et les mots me manquent surtout pour exprimer ma joie. Et je prie l'Éternel des armées, je prie le man de nos ancêtres à l'accompagner dans sa noble mission. Après le tour de ces palais et avant les réjouissances qui ont suivi la visite aux têtes couronnées, des libations ont été offertes aux ancêtres, toutes choses qui ont été approuvées par ces derniers. Et puis au Sénégal, le projet de modification du code électoral crée une vive polémique. L'opposition estime que cette réforme va empêcher l'organisation d'élections transparentes et se dit prête à affronter le président Macky Sall. Plusieurs points de blocage, dont un article qui prive les personnes qui ont été condamnées par la justice de leurs droits civiques mais aussi politiques. Un article qui, en l'occurrence, empêcherait des ténors de l'opposition, que ce soit Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, ou encore Karim Ouad, le fils de l'ancien président sénégalais, de participer aux prochaines échéances électorales. Autre point de désaccord, la création d'une autorité indépendante pour superviser les élections, avec en ligne de mire les élections locales et législatives de 2022, mais aussi la présidentielle de 2024. La tension était palpable ici dans l'hémicycle,
alors que l'opposition accuse le président Macky Sall de fermer la porte au dialogue. Alors cette réforme électorale a été votée à 96 voix contre 5 et nous avons recueilli les réactions des députés à l'issue du vote. Le président a appelé tous les leaders politiques et l'opposition qui s'agite était au processus du dialogue du début jusqu'ici, que ce soit le PDS par le biais de Oumar Sarr, que ce soit le PASTEF de Ousmane Sonko, que ce soit les khalifistes entre autres, toute l'opposition pratiquement avait répondu à l'appel. Maintenant, au terme du processus, ils sont dans une politique politicienne, vous comprenez comment ça se passe avec l'opposition. Mais le plus important, c'est qu'on a des points d'accord assez importants sur le processus électoral sénégalais qui sont à saluer et à encourager. Quand ils disent qu'on a peur des élections, mais la peur, ça touche à leur niveau. Ils ne sont pas prêts, ces gens de l'opposition-là. Parce qu'en fait, la campagne électorale, ce n'est pas dans les marchés ou dans les places publiques. Hein? Mais ce n'est pas jouer au ballon. Hein? La politique, quand même, c'est du sérieux. Depuis un bon moment, jamais il y a eu une élection, il y a eu un vote d'une loi ici à l'Assemblée sans que le président Macky Sall ne bunkerise toute la ville. Pourquoi a-t-on besoin de mettre les policiers dans toute la ville pour voter une loi? Cela veut dire que c'est des lois controversées, c'est des lois qui ne font pas l'objet d'un consensus. L'opposition tirera toutes les conséquences. Ce qui est sûr est que hier, le mot d'ordre était net et que nous sommes pour la confrontation. Vous l'entendez, des menaces à peine voilées de l'opposition qui installe un climat délétère ici à Dakar entre les proches de Macky Sall et les acteurs de la vie politique sénégalaise. Alors l'opposition qui d'ailleurs ne compte pas en rester là et qui promet de riposter dans les prochains jours. Le président Macky Sall dispose donc de très peu de temps pour apaiser ses opposants. La loi portant sur le code électoral doit être promulguée d'ici le 23 juillet prochain pour être dans les délais imposés par la CEDEAO. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À demain.